Merci. C'est effectivement un sujet un sujet qui est récurrent, mais c'est un sujet qui est plus que jamais dans l'actualité, puisque à l'aune de la crise que l'on traverse, mais à l'aune également des dernières crises, celle des Gilets jaunes, la crise financière et toute une série de soubresauts, de tensions dans l'actualité, on voit qu'il y a un sujet fort entre les Français et les territoires. Et ce sujet me semble très positif, très intéressant et très porteur d'avenir. En gros, on sent que dans toutes les études d'opinion qui sont faites ou dans les grandes enquêtes, les Français manifestent une préférence, un choix pour une qualité de vie et une construction plus apaisée. On voit de la part des Français, on entend de la part des Français un tropisme très fort pour les villes moyennes, un tropisme très fort pour les zones rurales, alors même que depuis maintenant quelques décennies, on était embarqué dans une vision très métropolitaine du monde et en France, bien entendu, de notre pays également. Et donc, il y a lieu à s'interroger aujourd'hui, et ça concerne au premier chef, bien entendu, les collectivités locales, mais également l'État, de est-ce que le modèle vers lequel on va correspond à l'attente des Français. Et puisqu'on est dans une enceinte politique, on est dans un débat politique au sens étymologique du mot, mais néanmoins très politique, on ne peut pas s'engager, avancer, travailler sans avoir vraiment en tête qu'est-ce que les Français veulent. Et moi, je m'intéresse depuis maintenant 6 ans à toutes ces études, toutes ces enquêtes où on dit aux Français, finalement, quelle vie avez-vous envie d'avoir? Quel projet de vie avez-vous envie de construire? Et on s'aperçoit que, selon les études, simplement entre 10 et 15% disent mon rêve, mon envie, mon objectif, c'est de vivre dans une grande ville ou dans une métropole. Et qu'à l'inverse, 80 à 85% disent mon rêve, mon envie, mon projet serait de vivre dans une ville moyenne ou dans une zone rurale ou dans un village. Alors, bien entendu, il y a sans doute une part métaphorique dans cette appétence. Certains sont conscients qu'ils sont appelés, compte tenu de leur formation, de leur projet professionnel, à vivre dans une grande ville, parce que c'est là où se réalisera leur projet. Mais en même temps, ça illustre aussi pour nos villes cette envie de renouer avec une vie plus apaisée, avec une meilleure socialité, avec des éléments qui avaient un peu été oubliés dans la construction politique et dans celle de nos collectivités. Donc, pour moi, le point de départ, il est là. Il est un message très fort des Français, constant, régulier, depuis maintenant plusieurs années, qui s'accélère à l'aune de la crise, d'aspirer à une qualité de vie différente. Et l'Institut Montaigne avait fait, il y a quelques années, une étude sur les déterminants de la vie des gens. Et là, on voyait dans cette étude de l'Institut Montaigne une bascule qui est un peu passée inaperçue, mais dont on voit très bien dans la manière de vivre des gens, finalement, les effets. C'est que le déterminant bien-être était passé devant le déterminant réussite. Et après plusieurs décennies, dont nos générations sont un peu les témoins, plusieurs décennies où la réussite était le premier déterminant, le premier critère, finalement, quand le bien-être prend la place de la réussite, c'est toute une mutation quasi anthropologique qui s'opère, où les gens, disons, relativisent la réussite matérielle, mais on donne plus d'importance à la qualité du bien-être, à la vie de famille, à la proximité avec la nature, au temps et à toutes ces valeurs que l'on connaît. Et donc, à partir de là, il est clair que l'injonction métropolitaine, ou alors même cette idée de dire il n'y a pas de progrès sans métropole, est totalement obsolète, tombe. Bien sûr, la métropole est porteur d'innovation, mais ce que nous disent les Français, c'est que, en fin de compte, ne pas confondre innovation et progrès. L'innovation, c'est une chose, le progrès dans leur vie, le progrès dans leur projet de vie, c'en est une autre. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas opposer les deux. Simplement, il ne faut pas confondre innovation et progrès. Ne pas l'opposer, c'est peut-être ce qui est d'ailleurs à la source de cette transformation, c'est qu'à partir du moment où avec un portable, un smartphone, une connexion à la fibre optique et demain la 5G, à partir du moment où ces outils nous permettent d'être au centre du monde, quel que soit l'endroit où on est,
alors l'injonction métropolitaine perd beaucoup de sa valeur, beaucoup de son sens, et la liberté de pouvoir interagir avec le monde, quel que soit l'endroit où on vit, qu'il convient de considérer. Et c'est ce que je pense, les jeunes générations ont compris, et dans ces études d'opinion, on voit que ce sont les 18-24 ans qui sont les plus demandeurs de cette liberté de vivre là où ils veulent vivre. Ce sont les 18-24 ans qui ont envie d'allier un projet de vie, une qualité de vie, de l'espace, sans pour autant perdre de la modernité que les innovations, auxquelles les innovations permettent d'accéder. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant, parce qu'en fin de compte, on ouvre un véritable champ de progrès en disant à celui qui aime la pêche à la mouche, celui qui aime le surf, celui qui veut restaurer une maison de famille, celui qui veut une ville moyenne, celui qui veut la campagne, demain, tu pourras vivre là où tu rêves de vivre sans renoncer à la qualité de vie et au progrès et à l'innovation auquel, bien entendu, tu as droit. Et c'est ce qui me fait dire que c'est un véritable nouveau paradigme qui réconcilie les territoires et l'innovation, qui ouvre un nouveau champ de liberté et qui permet pour un pays comme le nôtre de réinvestir tous les territoires. Il n'y a pas des territoires ringards et des territoires modernes, les territoires ringards étant les zones rurales ou les villes moyennes et les territoires modernes étant les très grandes villes connectées au monde. Il y a aujourd'hui un territoire, une géographie qui offre cette diversité, ce substrat de diversité totalement formidable, extraordinaire, qui est la France, et que finalement cette nouvelle vision appelle à réinvestir pour refertiliser cette diversité sans renoncer à l'innovation et en améliorant le progrès, en améliorant la trajectoire de qualité de vie. Et pour moi, ça a deux grands intérêts, même trois grands intérêts. C'est un intérêt, bien entendu, environnemental, parce que mettre la nature en ville, c'est compliqué, c'est cher, ça vient tendre cette densification qu'on a du mal à accepter parce qu'elle réduit l'espace vital. Hein, plus on densifie, et si en plus on veut mettre des forêts en ville, des jardins potagers, etc., ben on le fait forcément avec une seule variable, qui est l'espace auquel chacun peut disposer, l'espace vital, la taille de l'appartement, pour parler crûment. Et donc, l'environnement, mettre la nature en ville, moi je lui préfère l'inverse, mettre la ville à la campagne, mettre la ville finalement la distribuer dans la nature, et c'est ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire à partir du moment où chacun embarque dans sa poche finalement ce qui lui donne cette centralité, eh ben, on peut réinvestir la nature sans la densifier, sans la dénaturer, sans la transformer. Donc, grand intérêt environnemental, mettre la ville dans la nature, je le préfère à mettre la nature en ville. Je sais que ça fait hérisser certains, mais je crois que c'est beaucoup plus vertueux. Et en même temps, ça va dans le sens de cette envie de nature, de cette envie d'authenticité auquel aspirent majoritairement, très majoritairement, les Français et en particulier les nouvelles générations. Et puis on pourrait ajouter sur l'item environnemental que finalement ces petites échelles urbaines, elles sont autant de lieux d'expérimentation, de réalisation de projets à caractère environnemental. Et donc elles sont des endroits où on peut tester des énergies alternatives parce que c'est plus facile sur un bassin de 20 000 habitants que sur un bassin de 2 millions d'habitants. On peut repenser des mobilités connectées parce que là aussi, c'est plus facile sur des petites échelles que sur des très grosses échelles, etc. Deuxième avantage, un avantage social. On voit, et ça c'est quelque chose qui m'a profondément marqué dans les différents travaux et ouvrages que j'ai pu écrire, on voit qu'il n'y a pas de corrélation entre la proximité et la socialité. Et que même à l'inverse, plus les gens sont les uns à côté des autres dans un environnement dense, plus finalement ce n'est plus de la proximité mais de la promiscuité, et plus cette promiscuité génère de la défiance, des frustrations et quasiment même une distance. À tel point que beaucoup de chercheurs se sont alarmés sur le fait que petit à petit on risquait de glisser vers une préférence vers l'espace virtuel plutôt que vers l'espace vital. À force de priver les gens de l'espace vital dont ils ont besoin pour élever leur famille ou pour accueillir leurs amis, ben ils transfèrent petit à petit cet espace, ce besoin d'espace, vers l'espace virtuel. Et il n'est pas besoin d'être un grand spécialiste pour voir combien les réseaux sociaux occupent le champ
des relations sociales et combien ils ont contribué à détériorer les relations sociales plus authentiques. Alors, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, je pense qu'au contraire, et tous ces outils ont plein d'intérêt, mais pour autant, si on sédimente la promiscuité, les réseaux sociaux, les contraintes, eh ben on a une forme d'aliénation, alors que si on met la magie des technologies en face de la liberté de vivre là où on veut vivre, ben on redonne du sens à ces technologies et à ces réseaux sociaux. Donc, attention aux limites d'un modèle vers lequel on allait, qui est un modèle qui, socialement, est très difficile à porter, alors qu'on voit bien que dans des unités urbaines apaisées, ou tout simplement en laissant à chacun le choix de vivre là où il veut vivre, on élimine des frustrations et on donne, on procure, on restaure, on réveille une empathie, une altérité qui correspond à la nature humaine. C'est facile à comprendre. Celui qui est contraint de vivre dans un 2 pièces avec 2 enfants au fin fond d'un quartier difficile, toute sa vie, il vivra d'une frustration, d'une espèce de sentiment de rater sa vie. Celui qui a le choix de vivre là où il veut vivre, même modestement, ben, il a un épanouissement, une envie de réussir, une envie de profiter de la vie qui est bien entendu sans commune mesure. Et troisième élément, l'élément économique. Et l'élément économique, il résonne particulièrement dans le contexte actuel, puisqu'en fin de compte, les dizaines, centaines de milliards qui sont mis dans le plan de relance, ben ils sont nécessaires et bien entendu, il faut les injecter, mais en même temps, il faut bien voir qu'on sauve des entreprises, et en sauvant des entreprises, l'État va de fait renoncer à des investissements structurants, et notamment les investissements en infrastructure. Et là, à mon avis, il y a un hiatus qui m'interpelle et sur lequel je travaille un peu en ce moment, qui est de dire on ne peut pas, alors que les Français veulent retrouver cette liberté de vivre là où ils veulent vivre, on ne peut pas renoncer aux infrastructures qui doivent accompagner ce mouvement. Et Infrastructure France avait estimé en gros il y a 3 ou 4 ans à 50 milliards le besoin d'investissement en infrastructures dans nos territoires pour redonner justement à nos territoires cette vitalité et permettre cet accueil. Donc, je me dis, sur le plan économique, il faut absolument remettre une perspective importante d'investissement en infrastructure. Et donc, cet étiage à 50 milliards est important, mais il semble malheureusement à l'aune d'une remise à niveau et d'un progrès pour nos infrastructures territoriales. 2, je me dis, en fin de compte, c'est pas si difficile que ça, dans la mesure où, et ça a un effet multiplicateur. C'est pas si difficile que ça parce que l'attachement en ce moment, l'attirance, l'attractivité pour les territoires est telle, et l'épargne en face est telle, que si on met ces besoins de 50 milliards en face de l'envie des Français de vivre là où ils rêvent de vivre, dans des territoires, ben on a finalement les conditions d'un marché assez dynamique. Et si on ajoute au fait, et c'est ce que développe Infrastructure France dans ses travaux, que la rentabilité des investissements en infrastructure est parmi les plus fortes des investissements à long terme, on se dit, mais en fin de compte, on a besoin de 50 milliards en infrastructure, on a plusieurs centaines de milliards d'épargne disponibles, et on a une appétence naturelle à investir là où on a envie de vivre. Vous, comme moi, comme n'importe qui, s'il rêve de vivre à un endroit, si on lui dit, ben tiens, achète donc des parts d'emprunt obligataires pour remettre un train, tel et tel équipement là où tu vis, et si en plus ces emprunts obligataires sont portés par la région qui est au fait des besoins et garantis par l'État, à qui ça coûterait moins cher de garantir des emprunts obligataires émis par les régions plutôt que mettre de l'argent en perte dans de la dépense redondante ou récurrente, ben on voit bien qu'on a les conditions d'un marché. 50 milliards de besoins, une canalisation de l'épargne à la main des régions via des emprunts obligataires avec un taux de rendement, un ROI, extrêmement performant, comme le FMI et beaucoup d'acteurs l'ont démontré en ce qui concerne les grandes infrastructures publiques. Et puis, enfin, troisième élément sur l'économie, donc besoin de financement d'infrastructures, effet de levier, rendement de ces infrastructures et canalisation plutôt facile de l'épargne des Français. Troisième élément, et c'est Davzi qui le démontre dans ses travaux sur l'économie territoriale, où il l'a démontré il y a quelques années, qu'en fin de compte, 80% de notre PIB est constitué des revenus résidentiels. Donc si on stimule l'attractivité des territoires,
si on amène les gens à y investir, si on stimule cette activité présentielle, résidentielle, on a une réitération, un renouveau finalement de l'activité, du développement économique de nos territoires. On part dans une région où on a envie de vivre. On souscrit à l'emprunt obligataire. Et puis ensuite, on va dépenser dans ce territoire. On va vivre dans ce territoire. On va tirer vers le haut les artisans de ce territoire. On va tirer vers le haut les commerçants de ce territoire. On va nous-mêmes peut-être même exhumer des éléments du patrimoine matériel ou immatériel de ce territoire pour le faire revivre. Et beaucoup d'économistes expliquent qu'en fin de compte, l'activité présentielle, elle vient renouveler, réitérer l'activité économique. Et que c'est bien, et il faut se pencher sur la réindustrialisation, mais il ne faut pas oublier que l'industrialisation, la première industrialisation, elle a été portée par ceux qui vivaient sur un territoire. 3 personnes vivent sur un territoire, ils ont besoin d'échanger des produits et des services, et bien ils le font plus que pour eux-mêmes, ils le font pour leurs corélégionnaires, pour ceux qui vivent dans le même village ou dans la même ville, et donc ils fabriquent, ils construisent une industrie pour finalement démultiplier leurs besoins. Et c'est ce que expliquent ces économistes. Ils disent, à partir du moment où on relance une perspective d'économie résidentielle, or c'est ce que veulent les Français, on réitère un cycle industriel. Et moi, je crois beaucoup à cette réitération d'un cycle industriel. Pour autant, vous voyez qu'on sache, hybrider, en quelque sorte, la technologie et la force des territoires. Si demain, on redynamise une ville moyenne, à l'aune de l'innovation, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'innovation, elle va fabriquer dans la ville moyenne en question des ressorts économiques, des nouvelles perspectives économiques qu'on ne pouvait pas fabriquer avant parce qu'il n'y avait pas ce relais de l'Internet, de l'innovation et de tout ce qu'on découvre et on connaît aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans cette vision redistribuée du pays, qui bien sûr considère les métropoles parce qu'elles sont ces interfaces utiles, nécessaires, indispensables dans la mondialisation, mais qui surtout dit s'il y a 80% des Français qui veulent vivre dans des villes moyennes et dans des zones rurales, il faut utiliser cette dynamique, cette envie pour finalement à la fois leur proposer, mais en faire un vecteur environnemental, un vecteur social, un vecteur économique. Et les effets de levier sur l'économie sont bien plus importants que ceux qu'on trouvera en peinant à réindustrialiser ou en attirant des investisseurs. Voilà en gros cette vision. Alors, bien entendu, les collectivités locales ont un rôle clé. À la fois le maire du petit village, parce qu'il lui appartient de faire vibrer l'attractivité du village et ses particularismes, sa culture, ses singularités patrimoniales, etc. Donc depuis le maire qui est l'acteur de cette première attractivité, la région qui est bien entendu un premier levier, un premier acteur de mise en cohérence de tout ça. Et j'ai eu, dans mon projet sur mon appel sur l'île moyenne, j'ai eu plusieurs échanges avec Carole Delga, avec le président de la région Centre-Val de Loire, avec Xavier Bertrand et avec d'autres, pour vraiment leur dire, acteurs régionaux, vous devez créer cette armature de ville moyenne qui est un substrat indispensable. Et puis bien entendu l'État pour lequel ce n'est pas tant un problème de budget, parce que je crois beaucoup à ce circuit court de financement qu'on évoquait tout à l'heure, mais l'État qui doit avoir la vision stratégique. Si l'État ne l'a pas, personne ne l'aura. Et c'est à lui qu'il appartient de dire, OK, je considère que mon ambition, c'est vraiment de redonner du dynamisme à tout le pays. Et pour ça, je m'appuie sur une double armature, une armature de ville moyenne, pour que chacun ait à moins de 10 minutes de chez lui les services dont il a besoin, une armature de métropole, pour que toutes ces villes moyennes ne soient pas dans l'angle mort de la mondialisation, mais soient reliées au monde. Et je fais de cette double armature un élément, comment dire, un peu sanctuarisé, qui permettra à un particulier d'acheter une maison là où il veut, en sachant qu'il ne sera plus dans un angle mort à terme et qu'on n'enlèvera pas l'hôpital qui est à 10 minutes, la gare qui est à 10 minutes, ou le lycée qui est à 10 minutes, qu'on attirera également les entreprises qui accompagneront ce mouvement et qu'on redonnera aux collectivités, aux élus, cette visibilité qui leur permet d'investir sereinement. Et oui, même nous, en Île-de-France, les incertitudes sur le calendrier du Grand Paris Express, l'abandon ou le quasi-abandon, malheureusement, du Roissy Express, qui est un élément de
de validation de nos territoires, ben, c'est les mêmes préoccupations à des échelles différentes que le maire du village qui dit est-ce que je vais investir si je ne suis pas sûr que l'hôpital qui est aujourd'hui à 12 km ne sera pas à 40 km demain? Est-ce que je vais investir si le lycée professionnel ou le lycée qui est à 40 km ne va pas être à 80 km demain? Est-ce que je vais investir dans un équipement dans ma commune si la maternité ou tel équipement nécessaire s'éloigne encore plus? C'est ce qu'a relevé d'ailleurs le Conseil d'analyse économique au lendemain des Gilets jaunes, où il a relevé que finalement, ce n'était pas tant l'inégalité entre les territoires qui posait problème, c'était le fait que pour certains Français, il y a une bonne correspondance entre là où ils veulent vivre et les équipements qui sont à leur disposition. Pour d'autres Français, il n'y a pas ce tableau de correspondance. Et ça, c'est inéquitable. Chaque Français, quel que soit l'endroit où il vit, dans un pays où on a la liberté de vivre là où il vit, doit pouvoir bâtir son projet de vie sans être disqualifié. Et ce qu'avaient relevé les Gilets jaunes dans l'enquête du Conseil d'analyse économique, c'est qu'il y avait deux marqueurs qui étaient déterminants dans la sociologie de ceux qui manifestaient, c'était le café et la maternité. L'un, parce qu'il était le dernier espace de vie sociale qui était à proximité, et donc quand le café fermait, bah, c'était un isolement. Et la maternité, c'est assez intéressant, parce que derrière la maternité, il y a aussi il y a tout. Il y a la vie, il y a la famille, il y a la sérénité d'une femme qui veut accoucher dans des bonnes conditions et qui a ce droit inaliénable, hein, incontournable. Donc, on voit bien que finalement les repères des Gilets jaunes étaient des repères assez sains, assez simples, qui sont les repères qui ont fait réagir certains, violemment malheureusement, mais qui néanmoins marquaient un délitement de l'ambition d'un pays à accompagner chaque Français dans son projet de vie. Monsieur Fromentin, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet exposé qui est à la fois passionnant, qui illustre, enfin qui expose un raisonnement qui est vraiment limpide et profondément cohérent, et qui semble décrire un schéma vraiment puissant. Euh, donc là, on a des perspectives effectivement je trouve profondément innovante par rapport à la question qui est posée, c'est comment est-ce que cette action publique peut redevenir un atout pour l'aménagement du territoire, pour redonner des perspectives aux citoyens, en fait donner du sens finalement, donner un nouveau sens finalement à tout ce qui est fait, parce que c'est vrai que beaucoup de choses sont faites à différents échelons, mais finalement les citoyens apparaissent un peu perdus et ne savent plus trop dans quelle direction on va et est-ce que l'avenir va les conforter ou est-ce que justement les incertitudes vont se développer. Donc je pense que là il y a vraiment un schéma tout à fait passionnant. Donc vous nous dites aussi que il y a des réflexions qui sont menées, approfondissements avec divers partenaires, donc sans doute des prises de conscience et progressivement le partage de ce que vous exposez par les décideurs publics à tous les échelons. Et donc, il y a quand même une perspective tout à fait intéressante. Juste deux questions complémentaires par rapport à la dimension innovation. On parle beaucoup, je vais le citer, mais d'un des barbares californiens, excusez la phrase, le mot, mais Amazon, qui est beaucoup utilisé. Hein. Finalement, enfin, je réagis spontanément en néophyte, mais est-ce que vous pensez pas que ce modèle qu'on nous décrit, qui est que désormais tout se fait à distance, on peut tout commander, se faire livrer, etc. Et donc cette relation matérielle que vous développez, qui est extrêmement intéressante du territoire, est-ce que ça, c'est pas remis en cause par cette tendance lourde qui a l'air de tout, c'est une sorte de tsunami, on se demande, enfin, on perçoit les choses comme ça. Et la deuxième chose, c'est dans le mécanisme tout à fait intéressant, vertueux de financement par les citoyens eux-mêmes, grâce à cette épargne qui est disponible, qui est importante, très importante et disponible par rapport aux besoins d'infrastructures, etc. Est-ce que les outils, c'est-à-dire les banques ou le système financier ou tout ce qui est porteur de vecteurs de financement, est-ce qu'ils sont prêts à ça? Est-ce qu'il y a un besoin d'évolution? Comment vous voyez les choses là-dessus? Alors sur le premier sujet, sur la vente à distance, Amazon, etc., moi je pense que cette évolution, Amazon nous renvoie aussi à notre propre exigence vis-à-vis et notre propre relation vis-à-vis du commerce de proximité. Le commerce de proximité,
S'il se bat, entre guillemets, s'il veut se battre avec les mêmes armes qu'Amazon, c'est-à-dire une relation je vends, tu achètes, bon, il a peu d'avenir. Le commerce de proximité, s'il repense ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire tout ce qui est construit, le service en aval, l'aide à la décision en amont, le moment de convivialité lié à l'acte d'achat pendant l'acte d'achat. Je pense qu'il y a toute une reconstruction à faire. Quand les Français disent ce qui nous manque, c'est le bistrot du quartier ou le bistrot du village, ils montrent qu'il y a un avenir, qu'ils font la part des choses entre ce qu'Amazon ou d'autres acteurs vont leur permettre de faire parce qu'ils ont choisi de vivre dans une ville où il n'y a pas 50 000 rues commerçantes. Donc Amazon va amener un service là où ils vivent, Amazon ou un autre. Mais en même temps, vous voyez, ils cherchent à compenser, ils cherchent à faire vivre ce lien de proximité. Et je pense que, et d'ailleurs, l'initiative Action Cœur de Ville dans ce domaine-là est plutôt positive. C'est-à-dire à réinterroger les maires, les commerçants, le patrimoine d'un centre-ville pour que tout ça fonctionne. Il y a un débat, vous voyez, qui est maintenant, qui a été bien compris, je pense, c'est les rues piétonnes, et qui était un débat effectivement compliqué il y a quelques années, parce que les commerçants disaient qu'il faut que les gens puissent se garer. Et puis ce débat, on le voit dans nos villes, est de moins en moins fort. Parce que, bon, il faut toujours se garer, bien sûr, les gens qui ont des voitures, mais le plaisir, qu'est-ce qui va faire qu'on arbitre entre la vente à distance et aller dans les commerces? C'est d'aller dans un centre-ville qui est accueillant, où on a des rues piétonnes, où on a des terrasses de café, où on peut faire un tour de manège ou faire un tour de manège à nos enfants. Et donc, l'ambition, elle est là. On a besoin de cette socialité. Je pense que l'être humain, il est pas câblé pour être acheter tout à distance, parce qu'à ce moment-là, il n'a même plus besoin de rien. Il se met sur son canapé, il travaille, il consomme, il va au cinéma, il se fait livrer des repas plutôt que d'aller au restaurant. Donc, voilà, on peut tout annuler avec la technologie, on peut tout neutraliser. Mais voilà, on est fait de cette socialité, on est fait de cette patte qui fait qu'on a besoin de communiquer, on a besoin de se serrer la main, on a besoin de s'engueuler, on a besoin de partager un verre dans un café. Et donc voilà, simplement, il y a un réagencement de tous ces paramètres. Quand les Français disent on veut aller vers les villages, ils sont quand même près de, je crois dans la dernière étude de l'AMF, ils sont 43% à dire on veut vivre dans un village. Ça montre bien que ils construisent certes une nouvelle relation avec le commerce de proximité, plus forte en termes de socialité, moins exigeante en termes de gamme, puisqu'ils savent qu'ils pourront tout acheter à distance si ils en ont besoin. Mais n'empêche que quand ils disent je veux vivre dans un village, à 43%, c'est bien que voilà, tout ce qu'il y a dans le village, c'est ça. Hein. Dans le village, c'est le bistrot, c'est l'épicier, c'est le fromager. Mais c'est le fromager qui peut donner des conseils, qui serre la main et qui discute un peu. C'est le bistrot qui refait le monde avec lui. C'est d'autres marchands qui ont aussi cette relation sociale. Donc je trouve au contraire que c'est extrêmement encourageant de voir qu'il faut simplement recaler les choses. Il faut les recaler. Ceux qui sont plus en difficulté, c'est les hypermarchés, même s'ils font un peu leur jus en ce moment parce que les petits commerçants sont fermés. Mais du coup, les hypermarchés, si on fait sous l'angle praticité, la vente en ligne est plus pratique que l'hypermarché. Plutôt qu'aller avec sa voiture remplir un caddie, il faut mieux faire venir le caddie. Ça, c'est évident. Mais là, il n'y a pas d'expérience client, ni dans la vente en ligne, ni socialité, ni dans l'hypermarché. Et donc, voilà, il faut considérer que les hypermarchés doivent se remettre en cause, parce que là, eux, du coup, ont la vente en ligne en face d'eux. En revanche, le commerce de proximité, je pense qu'il a des très beaux jours devant lui. Il faut qu'il se remette, on lui souhaite tous, de la crise, mais qu'il se réinvente aussi à l'aune de ce que les Français veulent vivre. Sur la deuxième question sur l'épargne, l'épargne, c'est tellement un sujet de confiance. Donc, quand quelques régions ont émis des emprunts obligataires pour améliorer l'environnement où les gens vivaient, leur qualité de vie, on voit que ces actions, ces obligations ont été super souscrites. Parce que qui n'a pas envie d'améliorer son cadre de vie et son environnement proche? Donc, la confiance, l'envie existe. L'argent est là, hein, puisque les livrets A explosent, faute de donner finalement une perspective plus positive pour canaliser l'épargne. Et les outils, ils existent. Et les vecteurs, ce sont des émissions d'emprunts obligataires à la main des régions. Ce sont des actions qui peuvent être menées aussi avec les banques régionales. Et même si on est moins fort que les Allemands,
qui ont ces grosses caisses d'épargne associées aux lenders, les Sparkasse, nous, on a le crédit agricole, on a le crédit mutuel, on a les caisses d'épargne, on a des outils mutualistes qui sont encore très enracinés. Donc, je pense qu'il y a voilà, l'envie, le narratif, comme on dit aujourd'hui, il existe. L'épargne, elle est latente, elle est là et surabondante. Les outils existent. Bah, simplement, il faut la vision. Le lien, c'est la vision. Parce que personne ne va investir si l'État dit bah, moi, j'envisage de supprimer la gare, l'aéroport ou le lycée, ou l'hôpital. Et donc, c'est là où, voilà, où le signal envoyé par l'État, la vision envoyée par les politiques est stratégique. S'il n'y a pas cette vision, il n'y aura pas les investissements et tout l'enchaînement qu'on peut imaginer derrière. Je vous pose une dernière question pour conclure. Ce développement, cette réflexion très approfondie et sans doute très aboutie, on peut considérer qu'elle est issue de l'expérience, de l'action locale, de l'action globale, mais en même temps de l'expérience de l'action locale. Est-ce que ce propos-là est entendu par les administrations centrales, qui ont un rôle important, notamment pour ce qui concerne l'aménagement, qui est quand même une compétence sur laquelle l'État a beaucoup joué pendant longtemps, même s'il n'en a plus le monopole, mais néanmoins. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les élites administratives sont prêtes à s'engager vers des approches telles que vous les décrivez? Et je pense que les élites administratives, la haute fonction publique, la fonction publique, elle est finalement là pour appliquer une vision politique. Elle n'est pas là pour imaginer une vision politique. Et donc aujourd'hui, je trouve qu'on manque de vision, on manque de mise en perspective pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et donc, bah, l'action publique, elle se résume à de la gestion, voire de la gestion de court terme. Alors, est-ce qu'on peut lui reprocher? J'en sais rien, parce qu'en fin de compte, elle fait ce qu'on lui demande. Et s'il n'y a plus de vibration politique, s'il n'y a plus de vision politique, s'il n'y a plus de perspective politique, bah, c'est comme si vous voyez, le patron d'une entreprise s'est absenté 2 ans, bah, les directeurs, fussent-ils très intelligents, ils vont gérer au quotidien. Ils ne vont pas prendre des décisions, de repositionner un produit, de se lancer à l'export, etc. Et moi, je ressens un petit peu la situation comme ça aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de grande vision qui transcende un petit peu les acteurs politiques, les acteurs économiques, les ménages également, pour embarquer tout le monde dans une envie, dans une dynamique collective. Et du coup, on gère, chacun gère un peu dans son coin, en limitant les dégâts. Et en ce moment, on se demande d'ailleurs d'être assez performant. Mais vous voyez, sans cet élan, sans ce souffle, voilà, sans ce souffle, et c'est peut-être le mot un peu à clé. Il n'y a pas de souffle, il n'y a plus de souffle. Alors, il y a des cycles. Je pense que là, la sédimentation des crises, l'état de défiance, elle est au bout. On est au bout d'un cycle. Et je pense qu'il est temps qu'on retrouve un nouveau souffle et que ce nouveau souffle peut réenchanter, réengager et amener les Français à réinvestir leur pays dans tous les sens du mot. Donc, on peut rester très optimiste pour la suite. On a toutes les qualités pour, tous les éléments pour pouvoir redémarrer une dynamique pour notre pays. Je vous remercie beaucoup. Merci. À très bientôt. Je vous dis au revoir.